municipal de Soussois, afin de faire l'appel nominal contre les statuts de l'Autoron. Deux petites informations, une information qui nous réjouit tous, puisque depuis notre dernière réunion du 17 décembre, on a eu une très belle manifestation qui a été organisée sur la commune, qui est la descente des bergers, qui a eu lieu le 24 décembre. On était nombreux à y participer, et encore une fois, je crois qu'on ne peut que féliciter les responsables de l'association CMI7 pour ces magnifiques prestations qui nous offrent dans le courant de l'année. Malheureusement, dans la vie de commune, il y a des messages, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus tristes, parce que vous le savez, on a eu la peine de perdre notre ami Jean Pignol. Jean Pignol, que tout le monde connaissait, qui est une vraie figure de Roquevert. On l'a connu comme boucher à la place de la mairie, et puis ensuite, bien évidemment, quand il a pris sa retraite, c'était vraiment une fidèle des anciens combattants, et ça nous a fait une peine immense de savoir qu'il était décédé. Donc ce soir, on va avoir une petite qualité émue pour lui. Jean est décédé à Dubaï. Il était allé voir son fils que j'avais eu le plaisir et l'honneur de marier. On avait vu quelque temps avant qu'il parte, il était excessivement content de rejoindre son fils. Mais il n'est pas mort en province, il est mort à Dubaï. La famille de son fils doit me dire quand c'est que ses cendres seront ramenées chez nous, et il sera enterré. Vous savez que Jean était originaire de Saint-Zacharie. Il sera enterré à Saint-Zacharie, ses cendres seront déposées à Saint-Zacharie. Donc on vous le fera savoir par le canal qu'on a l'habitude d'employer dans le cadre du lycée. Il y aura un affichage qui sera fait sur l'examen de la commune pour ceux qui voudront aller nous rendre un dernier hommage au cimetière donc de Saint-Zacharie. Voilà ce que je vais vous dire avant l'ouverture de cette séance. Si vous voulez bien, je vais procéder à l'appel. Monsieur Bénard, je suis venu. Madame Hélène Spinelli. Monsieur Christian Olivier. Présent. Madame Martine Meghenitani. Présent. Monsieur Alain Gracia. Présent. Madame Monique Ravel. Monsieur Gilles Stalotti. Présent. Linda, notre amie Linda, des procurations, on a ce soir à Hélène. Monsieur René Dubois. Présent. Madame Elisabeth Deschler-Rien. Présent. Madame Éléonore Rojagne. Présent. Madame Catherine Tourdolfi. Monsieur Jean Puget. Monsieur Albert Pirotti. Je suis là. Merci Albert. Monsieur Gérard Sanguineto. Monsieur Emmanuel Gouvernaz. Madame Maurice Pouillot-Caladi. Chantal m'a appelé les gros moments, elle m'a rejoint dans la séance. Madame Jennifer Valory. Monsieur Jean-François Guigou. Madame Samy Kermach. Monsieur Aïd Benelan. Monsieur Mathieu Bistagne. Madame Pierre Navarro. Madame Zara Bouchala. Monsieur Yann Bouillet. Madame Lina Fouquier. Madame Joseph Picard. Madame Judith Dossebo. Je vous remercie. Désignation du secrétaire de séance, l'année dernière, avec le plus jeune. Donc on va nommer Mathieu comme secrétaire de séance, sans aucun problème. Vous avez reçu le PV de notre dernière séance du 17 décembre. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, on a donc le PV, je vous en remercie. Vous avez eu la liste des décisions que j'ai été amené à prendre depuis ce dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques ou des précisions à apporter? Pas de remarques, pas de précisions, je vous en remercie. On nous a aussi communiqué les marchés d'entretien de voirie qu'Alain a passé avec ses équipes concernant l'entretien de la voirie. Des réflexions, des remarques, monsieur Boulet. Oui, justement pour savoir, c'est un nouveau marché ou c'est les tarifs pénal Et ça fait Non, c'est le marché à vente de commande. On a avec STR, donc quand on a des travaux à faire, on passe aux des ventes de commande. Non mais là, ce qu'on a fait, on a renouvelé le contrat pour 3 ans. Oui, pour 3 ans. Ah ouais. Ça a été fait par appel On a d'offres. été à l'échéance, faut qu'on a décidé. Ça a été fait par appel d'offres. 4 ans. 4 ans. ça paraît évident, c'est que si vous avez eu le mondial, il y a eu évidemment un appel d'offres, des candidats qui se sont présentés, une analyse qui a été faite par notre directeur, c'est SATA qui a été retenue. C'est évident. C'est pas le marché au cœur des 250 000 €, ça nous avons fait un appel à confiance. D'autres précisions? Madame Auvry. Oui,
bonsoir à tous. Moi, je veux juste, en aparté de l'ordre du jour, remercier la municipalité pour la mise à disposition de la salle Monseigneur Fabre à l'organisme du local que je représente ici. Je remercie aussi toutes les participantes présentes. Je rappelle que c'est un organisme transpartisan et qui milite pour la place de la femme en politique. Donc, élu local, je vous remercie. Merci. De vous remerciements. Sans plus attendre, si vous le voulez bien, on va passer à l'ordre du jour. Vous savez que j'ai toujours considéré que ce premier conseil municipal de l'année où on évoque entre nous le rapport d'orientation budgétaire était un conseil municipal fondamental. Donc je vais tout de suite laisser la parole à notre ami Gilles Talonté, qui est le rapporteur. Gilles. Ah bien, merci monsieur le maire. C'est à mon propos, effectivement, je m'apprêtais moi aussi à dire que je souhaite que ce soit acté. C'est une décision très importante, il n'y a pas d'orientation budgétaire. Je sais bien que dans certaines communes c'est passé très très rapidement, mais moi j'ai à cœur de vous présenter l'intégralité des éléments que nous avons actuellement à disposition concernant notre commune et concernant également l'environnement et particulièrement le budget de l'État. Alors, après avoir dit que j'accordais beaucoup d'importance à ce rapport, je vais tout de suite vous dire que ce rapport n'est pas à jour. Malheureusement, ce n'est pas de mon fait, mais il s'agit du projet de loi de finances qui est en ce moment, à l'heure près, aujourd'hui, en discussion, en séance à l'Assemblée nationale. Et donc, pour la première fois de ma carrière, j'ai commencé le fonctionnement d'une collectivité, alors qu'il n'y a pas de loi de finances qui était votée dans l'État, ou qui soit votée à partir du 1er janvier de l'année. Alors, comment est-on arrivé là? Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. D'abord, la première lecture s'est faite à l'Assemblée nationale au mois de novembre et le budget a été retoqué pour la première fois. Donc, étonnement au niveau du Premier ministre, du staff du Premier ministre. Donc, le projet de loi suivant, c'est le projet de loi sur la sécurité sociale qui a été présenté en décembre. Et alors là, merci. Et alors là, gros patatras, l'article 49, alinéa 3 a été présenté. Je rappelle ce qui est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, c'est-à-dire que pour n'importe quel projet de loi, de finances ou pas, dès l'instant où on l'invoque, le projet de loi est considéré comme adopté sans vote, à moins qu'il y ait dans les 24 heures une motion de censure qui soit déposée et bien sûr votée. Ce qui a été le cas justement au mois de décembre, donc motion de censure, changement de Premier ministre, vous savez ça par cœur. Et nous nous retrouvons en deuxième examen au Sénat au mois de janvier, et le Sénat a adopté, après toute une série d'amendements, le projet de loi de finances. C'était le jeudi, pas le jeudi de la semaine précédente, mais le jeudi de la semaine qui précédait la semaine précédente. J'y retrouve. Dans la semaine précédente, donc dans la mesure où il y avait d'un côté, au niveau de l'Assemblée nationale, pas de vote, et du côté du Sénat, un vote, il y a une commission mixte paritaire qui a été mise en place, ce qui est normal, ça se fait aussi pour n'importe quel mois. Commission mixte paritaire est intervenue, c'est ce qui est visé dans le DOB. Le jeudi, elle s'est réunie le jeudi de la semaine dernière, et le vendredi, elle avait établi un rapport. Donc, ce rapport a été présenté cet après-midi même, à 16h, en séance à l'Assemblée nationale. Et j'avoue que je n'ai pas encore de retour. La seule chose que j'ai appris depuis,
c'est que le Premier ministre envisageait de présenter, d'invoquer l'article 49 alinéa 3. Donc, on attend la motion de censure qui devra intervenir d'ici demain et son résultat, bien évidemment. Voilà, alors c'est quand même très problématique parce que nous n'avons aucun élément sûr pour voter notre propre budget. Et oui, seconde, si vous me permettez. Vous n'avez pas de chiffres exacts, mais il y a quand même une loi spéciale de finances qui a été votée. Cette loi spéciale disant que... Ah non, la loi spéciale, c'est pas ça. Je peux répondre, monsieur le maire, je suis désolé, non, la loi spéciale, c'est pas ça. La loi spéciale, c'est un autre article de la Constitution, je crois que c'est l'article 47, qui permet à l'État de recouvrer les recettes. Parce que si nous n'avions pas eu cette... c'est pas l'équivalent d'une loi de finances. C'est uniquement pour permettre le recouvrement des recettes. Donc ça ne nous joue pas sur ce que nous examinons ce soir. Est-ce que je suis bien clair? Parce que si vous voulez, j'explique tout. Vous continuez à fonctionner, on est d'accord, mais vous avez... Non, alors si vous voulez que je sois totalement... Excusez-moi, monsieur le maire, je suis obligé de rentrer dans la mécanique. Le France Salut, c'est marqué sur la page. Mais monsieur Paretti nous l'explique un peu mieux. Oui. Voilà. Bon. Merci, je m'attends un compliment. Désolé de retarder les débats. Donc, en matière financière, on distingue les services votés et les autorisations nouvelles. Les services votés, c'est ce qui revient pour simplifier à ce qui a été voté l'année précédente. Donc, on a pris un certain nombre de décrets ainsi de domaine réglementaire pour pouvoir payer les dépenses, mais dans la limite de ce qui avait été voté l'année précédente. Voilà. Et donc la loi de finances, évidemment, balaye tout cela et on a des autorisations nouvelles pour permettre à l'État de fonctionner. Je vous ai répondu? Tout à fait. Merci. Du coup, je ne sais plus où j'y étais. Ah oui, j'en étais donc, je vous avais expliqué la totalité de la procédure, pardon d'être un peu technique, mais c'est bien, ça devient tout de suite technique. Quand on veut être clair, je vais vous donner quelques chiffres. Je vous en avais donné déjà l'an dernier lorsque j'avais présenté le budget. Quelques éléments, le déficit public, des éléments assez inquiétants. Le déficit public, je vous avais dit qu'au niveau du budget 2024, il était prévu à 4,1%, ça je m'en souviens très bien, et on a atteint 6%. C'est-à-dire qu'on a une dérive, le budget a dérapé, l'exécution budgétaire a dérapé de manière importante en 2024. Et ça continue en 2025 parce que la prévision est de 5,4%, mais si vous voulez mon avis, vous savez, je vous donne souvent mon avis, on ne la tiendra pas. Donc, en outre, le déficit public, je vous avais expliqué que nous avions comme objectif d'obtenir les 3%, d'atteindre les 3% en 2027. Donc, l'Europe a accepté de décaler de 2 ans. Donc, nous obtiendrons les 3% à trajectoire et dessinée ainsi uniquement en 2029. Donc, le taux de croissance, là aussi, taux de croissance 1,1% en 2024. On peut se satisfaire d'avoir un taux de croissance positif parce que en 2023 et en 2024, l'Allemagne, par exemple, a été tombée en récession. Et c'est quand même une économie qui est de la taille de la nôtre, une économie européenne. Donc nous avons une légère croissance qui malheureusement se réduit en 2025. Qui va atteindre 0,9%, selon les prévisions que je trouve bien optimistes aussi. Je crois, je prends les paris, on verra si je me trompe, on verra en fin d'année, moi je tape plutôt sur un 0,7 ou un 0,8. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est l'inflation. L'inflation est largement décrochée. Nous avions 4,9%, en fait 5% en 2023, 2% vous vous souvenez en 2024, et l'estimation de 1,5% en 2025 me paraît raisonnable. Donc de ce côté-là, je
pense qu'on peut considérer qu'au niveau européen, grâce à l'action de la PCE, l'inflation a été jugulée. Puis il y a la dette. La dette, malheureusement, on n'arrêtera pas. On a prévu 350 milliards d'euros de contractualisation pour 2025. Donc on continue malheureusement sur cette tendance. Et pour le budget proprement dit, en y réfléchissant, j'ai une formule qui me plaît bien, qui me paraît tout à fait correspondre à la situation. C'est une formule du cardinal de Retz. C'est un personnage du XVIIe siècle qui n'a pas marqué l'histoire, mais son mot le plus célèbre est « on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Et je trouve que c'est ce qui se passe actuellement avec, sans critique outrancière, politique, c'est pas le lieu ici, mais au niveau de la loi de finances, nous avons bien sûr les grands équilibres, mais nous n'avons absolument aucune vision de ce qui va nous concerner, nous. C'est-à-dire que dans le précédent projet de loi de finances, on avait, et toutes les associations d'élus avaient poussé des cris d'orfraie, prévu un gel de 5 milliards d'euros, ce qui aurait conduit, en particulier pour nous, concrètement, à réduire de 2% le taux de remboursement de FCTVA. Donc tout ça, c'est à réduire la DGF. Alors, c'était un gel de crédit, on l'a présenté comme ça, mais malheureusement, selon la nouvelle mouture, ce serait plus 5 millions, mais ce serait 2 millions. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ça recouvre. 2 milliards, excusez-moi. 2 milliards. Ce sera 2 milliards d'euros, 2 à 2,2 milliards d'euros. Et on ne sait pas du tout ce que ça recouvre. Donc, c'est pour vous expliquer toutes les difficultés que nous avons pour présenter un budget, présenter des éléments chiffrés ce soir. Heureusement, j'espère qu'on y verra un peu plus clair lorsque je présenterai le budget. Normalement, je vais faire des pronostics. Admettons que le budget passe en première lecture à l'Assemblée nationale. On peut imaginer que vers le 15 février, il passe au Sénat. Et si on a un vote concordant, on pourrait raisonablement espérer avoir une loi de finances à la fin du mois de février. Je le souhaite parce que nous aurons au moins des éléments complémentaires qui nous permettront peut-être, via une DM, je ne l'exclus pas, si on a vraiment de très mauvaises nouvelles, d'ajuster nos comptes. Voilà, ceci dit, je vais reprendre comme d'habitude en faisant, je présume que tout le monde a lu le rapport d'orientation budgétaire, mais je fais quelques commentaires comme j'en ai l'habitude, vous le savez bien. Le contexte inédit, oui, je vous l'ai décrit. La revalorisation des bases fiscales. Alors là, fort heureusement, nous avons un texte qui détermine la revalorisation des bases fiscales de manière automatique. Il s'agit tout simplement du taux d'inflation de novembre à novembre de l'année N qui donne le taux pour N+1. Donc la revalorisation de base fiscale pour 2025 sera de 1,7%. Et nous aurons une augmentation conséquente de 4 points du taux de cotisation de la CNRACL. Mais j'en parlerai tout à l'heure parce que j'évoquerai le personnel. Le 0,12, donc la situation proprement dite de la collectivité sur les résultats qui sont toujours prévisionnels, parce que le compte administratif n'est pas encore définitif, s'élève à 1 237 000, donc un peu moins qu'en 2023, mais la différence s'explique par un produit exceptionnel de cession de l'immeuble de l'ancienne trésorerie pour 550 000 euros. Donc on peut considérer que d'une année à l'autre, les résultats sont globalement les mêmes, et ils sont très bons. L'excédent de la section de fonctionnement, donc je vous en ai parlé, et l'épargne nette,
elle, et s'élève à près de 600 000 euros pour 1,1 million en 2023. Concernant les bases de l'impôt de la fiscalité, les bases de foncier bâti ont été dynamiques grâce à l'action que je souligne toujours de M. le maire auprès des services fiscaux, donc plus 4,90%, et en intégrant le coefficient correcteur. Le coefficient correcteur, c'est le coefficient qui est né du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Le produit des contributions directes varie de 3,73% et s'élève à un total de 6 971 722 euros. Les taux d'imposition n'ont pas été augmentés en 2024 et ils ne le seront pas en 2025. Voilà, je vous en ai parlé. De la dette maintenant. L'encours de dette au 31 décembre 2024 est de 8 75 000. Il diminue de 318 267 euros sur l'année. Donc on désendette toujours. C'est une tendance longue que j'ai trouvée à mon arrivée et que je souhaite considérer. Les emprunts sont toujours en liste verte. Le contrat d'emprunt a été signé pour 400 000 euros. Alors là, une petite incidente. Un montant d'emprunt pour une collectivité de la taille de Roquevert, c'est 800 000 euros. Nous avons pu contracter que la moitié l'an dernier parce que on n'avait pas véritablement de besoin. Donc ça est toujours dans la phase des endettements de la collectivité. Et pour 2025, le montant prévisionnel devrait être de 700 000 euros. Donc ce qui minorait du remboursement de la dette de 729 477 euros, traduit un petit désendettement encore de 29 477 euros. Les charges de personnel maintenant. Les charges de personnel augmentent de 5,08% en raison de l'attribution de primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. Alors nous avons appris récemment, il y a 2-3 jours, qu'il n'y aura pas de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour le personnel en 2025. De l'augmentation du point d'indice, il n'y aura pas non plus d'augmentation du point d'indice en 2025. La revalorisation du point d'indice en année pleine, la dernière revalorisation date de 2023. Bien sûr, est intervenue, si nous serions sortis de ça au mois de juillet, donc le 1er juillet, c'est ça. Donc là, on a l'impact en année pleine. La revalorisation de l'UFSE et le fameux GVT. Donc les dépenses de personnel au budget 2025 devraient augmenter de 5,69% par rapport au budget 2024 en raison notamment de l'augmentation du taux de cotisation, je vous en ai parlé, et la revalorisation de l'UFSE en année pleine et le GVT. La section de fonctionnement, entre 2023 et 2024, les dépenses sont en progression de 3,23% et les recettes en diminution de 1,55%, sans produit de cession comme la trésorerie dont je parlais tout à l'heure. Concernant les dépenses et charges à caractère général, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 011, les restent stables. Les subventions, les participations augmentent, particulièrement de la crèche. Bon, voilà, je passe, je ne vais pas commenter stable, vous voyez comme moi. En matière de recettes, on constate une augmentation de produits de contribution directe, 250 000 euros, en raison de la dynamique des bases des impôts fonciers, ainsi que de la taxe sur l'électricité qui a produit 200 000 euros. Les dépenses de fonctionnement en 2025 sont estimées en augmentation d'environ 4% par rapport à celle de 2024. Les recettes sont estimées prudemment, c'est là où j'ai beaucoup d'interrogations, en augmentation d'environ 2% par rapport à celle inscrite au budget 2024. Et il est à noter, vraiment à noter dans ce contexte assez morose, que la dotation de solidarité communautaire qui nous est versée par la métropole a été augmentée de près de 50%, passant de 134 544 à 201 698 euros. Voilà pour le fonctionnement. Pour l'investissement, les dépenses d'équipement réalisées s'élèvent à 2,8 millions, auxquelles se rajoutent 542 000 euros de reste à réaliser.
Les subventions s'élèvent à 627 000 avec 437 000 euros de reste à réaliser. Vous savez, le reste à réaliser, c'est ce qui est engagé ou ce qu'on attend, mais qu'on n'a pas pu réaliser dans l'année. Vous avez l'habitude de cela. Alors, les principaux équipements réalisés en 2024, travaux d'entretien dans les bâtiments communaux, accessibilité et parvis-mairie. Alors là, je vais m'arrêter un peu parce que Judith, qui participe à la commission des finances, avait posé une question sur le coût des travaux et je n'avais pas pu répondre parce que je n'avais pas les chiffres. Donc, l'accessibilité, la mise en accessibilité, en comparant le parvis et le mont-personne, et également quelques travaux de finition de l'enduit de façade, atteint 60 000, je parle hors taxe, 60 000 euros. Et le mont-personne qui a été installé atteint 35, le coût du mont-personne atteint 35 000 euros environ. Voilà, hors taxe. Donc c'est une somme importante, mais c'est le résultat, enfin c'est pour répondre à l'obligation de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur le bâtiment, sur l'hôtel de ville. Les chauffeurs de secours, donc les toilettes de pointe d'étoiles, les fameux capteurs de CO2 dans les écoles, donc les écoles ont été équipées. L'acquisition de matériel et mobilier pour les services municipaux et les écoles, l'acquisition d'un véhicule Colibène pour le centre technique municipal, ça c'est pour aménager, enfin nettoyer les abords des points d'apport volontaires, et un véhicule pour la police municipale, donc, vous avez vu certainement. Le versement d'une subvention d'équilibre à la société Région Méditerranée, ça on a longuement parlé. La réfection des façades sud et ouest de l'église Saint-Vincent, la rénovation de la place de l'hôtel de ville, l'enceinte ancien. Je vous laisse lire si vous voulez bien, puis on va vous poser des questions. La rénovation justement de la place de l'ancien hôtel de ville, oui. Ça a coûté combien? Alors, je ne sais pas exact, mais c'est 75 000 euros. 375 000. À 375 000. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est le total hors taxe. Je pense que le TTC, sans bien sûr les subventions. Là, on parle du montant budgétaire, du montant payé. C'est que du qualitatif. On apportera le chiffre. Oui. Voilà. 297 725 TTC. 297 725 TTC. Me souffle, monsieur Martin. Merci. Autre question? Non. Donc la réflexion. Pour 2025, les dépenses d'équipement s'élèveront à environ 3 millions d'euros et comprendront la réfection de la buvette de prêt, la démolition du presbytère de la Secours et le réaménagement de l'espace public adjacent, l'agrandissement du parking green du parking Saint-Roch, l'optimisation de l'éclairage public sur les travaux récurrents et les gros travaux d'entretien, des voiries et des bâtiments communs. Pour les APCP, donc toujours la construction de la nouvelle école élémentaire Joseph Martina, le cheminement piéton le long des berges de l'Huaude et la rénovation du centre ancien se poursuit. Il y a une nouvelle APCP qui sera créée pour la réfection de la toiture de la salle escalier avec la pose de panneaux photovoltaïques. Ainsi que pour terminer le bâtiment, de l'église, la réfection de la façade nord de l'église Saint-Vincent, aussi totalement achevé en 2025. Le budget intégrera en recette d'investissement les 420 000 euros de régularisation de l'opération de logis Méditerranée. On a passé une délibération récemment. Donc seules les subventions comme d'habitude sont déjà notifiées, sont inscrites au budget.
Et le don de l'ancienne gendarmerie au conseil départemental le don du terrain sera prévu en opération patrimoniale. Voilà pour cette présentation, monsieur le maire. Si vous avez des questions, je vais répondre volontiers. Il n'y a aucun souci là-dessus, on veut le débat. Y a-t-il des questions? Madame Le Second. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Non, toujours pas. Bon, bah. Ça marche pas. J'avais une question par rapport, par rapport à l'école, est-ce qu'il y a une revalorisation du montant du programme et quel est le montant des CP, donc les crédits de paiement prévus en 2025 pour cette école? Et deuxième question, au cas où les subventions seraient remises en question, enfin, on ne sait pas, hein, donc on part sur des remises, sur des subventions. Est-ce que les ressources sont plutôt défavorables pour la commune, vu la situation actuelle? C'est juste une question, pour savoir s'il y a une revalorisation du projet. C'est un projet fondamental, pas pour nous, pour nos enfants. Donc on va le mener au bout. Ne vous faites pas de soucis. Pour l'instant, les subventions, on n'est même pas à les discuter avec le conseil départemental. Nous, ça donne un recours dessus. Donc on va aller doucement. C'est pour savoir si vous avez revalorisé ou pas par rapport aux travaux. Non, on ne sait pas où. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on connaît la générosité de Mme Martine Massal, puisque lorsque j'ai eu la presse dernièrement, on a vu qu'elle avait donné pas mal d'argent à mon ami le maire d'Aubagne, qu'elle s'apprête à donner pas mal à monsieur le maire de Roquefort-la-Belle, mon ami Marc Delgraziac. Donc j'ai aucun doute sur le fait que quelque part, il y ait un distinguo qui soit fait entre les communes. Non, donc à monsieur, partir du moment où le projet il est cohérent, c'est pas ma je ne question. vois pas pourquoi on n'aurait pas de subvention. Donc on va aller discuter tranquillement. Oui, mais ma Dès question, que c'est de nos savoir affaires si les judiciaires finances se de la terminent. commune nous permettent, parce qu'il y aura certainement des subventions, mais Madame Dossono, est-ce que les finances de la je commune me nous plais à permettent? le répéter, depuis que je suis à la tête de cette commune avec mes amis, on a fait 53 millions d'euros d'investissement. Tout a été payé, tout s'est réglé tranquillement. Donc ce n'est pas un projet à hauteur de 10-11 millions, puisque bien évidemment un projet qui est parti aux alentours de 9 millions à l'époque, vous faites des recours, mais les Roquevérois paieront plus cher. C'est pas grave, ils sauront à qui s'adresser les Roquevérois. Je l'ai dit dans le cadre de mon intervention au bleu, on va le mener à bien. On sait faire ce type d'investissement, on sait le faire. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur la base d'APCP, donc on étale dans le temps. Entre-temps, plus ça dure, plus on met des noisettes de côté, plus on aura des fonds propres. Et je vous dis, à aucun moment, je doute sur le partenariat du conseil départemental. Donc le projet il est dans les coups, on va le continuer. Moi, je vous parle ce soir en tant que conseillère municipale d'opposition. C'est pas une question. Moi, j'ai besoin de savoir si la commune a les moyens. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. On a les moyens de nos ambitions. Voilà, de pas. On a les moyens de nos ambitions. De pas augmenter la dette par habitant. On a les moyens de nos ambitions. Sans augmenter la dette. Ça nous intéresse. Bon. Et les impôts. Après, puisque on est en train de discourir, Madame Lossemont, dans le cadre du dernier conseil municipal, on avait évoqué une intervention possible de votre part concernant le parking de la gendarmerie, où je n'arrivais pas à faire avancer le dossier. Vous m'avez dit, je m'en charge. On en est où 2 mois plus tard? Normalement, ça passe dans cette commission permanente au mois de février. Qu'est-ce que c'est qui passe? La rétrocession. Il y a la rétrocession de quoi, Madame Du Lossemont? parking. Vous m'avez parlé de poser la question du parking devant la gendarmerie. Qui c'est qui vous a apporté cette réponse? Bah, c'est le département. Quand Vous vous avez avez passé LCP au mois de juillet. écouté, qui a peut-être eu du retard. Hein. Non, non, non. Non, non. Une commission permanente au conseil départemental, il a déjà été acté qu'on aurait une rétrocession. Oui, ça s'est acté, oui. Donc après, moi, je ne peux Pourquoi pas vous vous dire dites que ça va exactement passer le maintenant? processus. Hein. En tout cas, c'est acté. Pourquoi vous me faites la réponse? On va passer maintenant à l'NCP, alors que là, ça a déjà, la CP s'est déjà tenue au mois de juillet. Je regarderai. Est-ce que vous pouvez le vérifier une Oui, nouvelle fois? mais je
pense que de toute façon, vous avez le numéro de téléphone du département. Non, mais Donc, moi, je vous apporte une le réponse. numéro de téléphone du département est gelé, mais l'autre jour, vous m'avez dit, si vous avez besoin, monsieur le maire, adressez-vous à moi. Je m'adresse à vous. Le 17 décembre. On est le 3 février, Je pense que ça a été vous retardé. vous me dites que monsieur le maire, la décision Mais je pense que passe vous à êtes au LCP. courant, on en a parlé déjà, c'est pas une question de notaire, de lenteur Pas du tout. Non, pas du tout. Vous ne connaissez pas le dossier. On est en présence de par les services du conseil départemental de la rédaction d'un acte à la forme administrative. Donc ne me parlez pas de retard au niveau du notaire, puisque bien évidemment ce sera publié à la conservation des hypothèques par le biais d'un acte administratif. Donc il n'y a pas de retard de notaire. Ce qui était important, c'est les décisions de la CP, et de mémoire la décision de la CP, mais je vais vous le faire vérifier d'ici la fin de la séance, puisque je vais me permettre de m'absenter pour aller chercher le document où je vais envoyer au policier municipal. Je ne comprends pas. Donc si on vous a dit qu'on devait passer à un CP prochainement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous pouvez le vérifier? Allez, on fait comme ça. D'autres questions concernant l'Europe. Monsieur Bouilly. Préciser que le prélèvement qui va avoir c'est réduit de 70 000 euros, donc on va payer combien maintenant? Alors, le problème On va nous retenir combien? le problème qui se pose, la remarque est pertinente. Pour une raison simple, c'est que l'amende est servie au mal, mais par contre, comme on donne à un moment donné des subventions d'équilibre, c'est pour ça qu'elle diminue. Ça se comprend que ça ne se comprenne pas. Mais effectivement, vous le savez, on a été pénalisé parce qu'il nous manque des logements sociaux sur la commune. Notre amende a été majorée de 69%. Donc elle passe à 200 000 euros, c'est ça qu'elle passe? 200 000 euros par an. Un peu plus de 600 000 euros sur 3 ans, parce que vous savez que c'est sur 3 ans. Donc notre carence va faire que on va nous prélever 600 000 euros qui n'iront pas dans des réalisations pour les roches des rois, mais par contre, on a la possibilité qui nous est donnée de par la loi de donner des subventions d'équilibre. D'ailleurs, tout à l'heure, Mme Kerbach nous présentera une subvention d'équilibre pour le programme immobilier. Ça nous permet quelque part de garder l'argent chez nous à la maison. Mais ça se comprend que, effectivement, on dise que l'amende diminue, alors qu'en réalité elle augmente, mais on donne, comme on donne en parallèle, ça diminue. C'est ça, madame la directrice générale des services. Quelle somme? Excusez-moi, je comprends, si on prend les sommes données par exemple par le Méditerranée, plus ce qu'on va nous retenir, ça fait quand même 208 000 euros. Total. C'est simplement à l'écriture, du fait qu'on a déjà donné quelque chose d'argent à la Méditerranée, la préfecture nous retient moins sur les dotations. Merci. On a la réponse, madame Dossenon, concernant la CP autorisant madame la présidente à signer l'acte en la forme administrative ne sera pas prise à la prochaine CP, mais a été prise le 26 juin. 28 juin. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours pas fait. Il faudrait demander pourquoi il me dit ça. D'autres. Essayez d'avoir. Vous apportez la réponse à la semaine. Mais c'est gentil. Mais on en a déjà parlé la fois, normalement il n'y a pas de souci, donc c'est parti, c'est un terrain qui est rétrocédé, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, madame Dossenon, mais le problème qu'il y a, c'est que si je veux engager des travaux, Bien sûr, on en a vous comprenez parlé. très Oui, bien bien que sûr. je Je pensais que vous aviez eu la commune est obligée d'être propriétaire des biens. Alors si jamais c'est qui est clair comme de l'eau de roche, cette histoire, on demanderait une prise de possession anticipée comme on l'a déjà fait, mais quand on voit que pour récupérer un terrain qu'on a donné à l'euro symbolique, qui n'a jamais été utilisé, ça va faire plus d'un an que j'écris, si je fais une prise de possession anticipée, à moins que j'aille voir Martine et que je lui fasse signer ce bureau, ce que je suis capable de faire, vous le savez, on risque de faire la 6 mois. Et moi, je ne fais pas un parking pour Yves Ménard. Yves Ménard, il a toutes ses voitures, il se garde à la côte privée, ça coûte très cher sur les certains, et j'en ai pas besoin pour les parkings. Ce cas, on le fait quand même pour les administrés, on le fait pour le magnifique centre médical qui est en face, donc il faut faire avancer ces dossiers-là. C'est pas pour nous qu'on parle.
D'autres questions? Monsieur Bouy. Juste, en pratique technique, dans les travaux 2025, vous parlez de la démolition du presbytère de Lascaux. J'ai entendu des sommes énormes. C'est prévisionné sur quel budget? Qu'est-ce que vous avez entendu comme somme? Parce que nous, aucun chiffre. On parlait de 355 millions pour la démolition du presbytère. Ça, je préfère vous demander. C'est en dessous de 50 000 euros. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Le directeur me dit une chose, c'est que on a encore une étude de structure, hein, on est obligé, quand on fait une démolition, de ne pas esclater l'église qui est à côté, et tout dépendra de cette étude pour la démolition. Mais la première estimation qu'on avait eue par l'entreprise, c'était dans les 50 000. Merci. Non, Madame Foucault. Marche toujours pas. Alors, une question, vous savez que moi je m'intéresse de plus près à tout ce qui est écologie. Vous avez, dès notre premier débat d'orientation budgétaire en 2021, fait remarquer qu'à la présentation des débats d'orientation budgétaire, on ne parlait pas d'orientation budgétaire liée à la transition écologique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de budget vert. Je rajoute que pour moi, cet outil dépasse largement le jargon écologiste à la mode, mais qu'il est un outil pour prévoir une meilleure gestion de nos ressources. On avait demandé à l'époque s'il y avait un diagnostic énergétique fait de nos bâtiments publics et ce qui était prévu pour leur rénovation pour faire des économies d'énergie. Je pense que dans le contexte actuel, ce n'est pas un luxe. La loi évolue aussi en ce sens. Donc, dans ce rapport d'orientation budgétaire, je vois, Gilles, qu'il y a une ligne comptable qui devra apparaître dans les comptes administratifs, c'est ça? Oui, je ne peux pas vous en parler parce que, effectivement, les travaux ont été faits au niveau de la direction des finances, mais je n'ai pas encore vu la maquette de compte administratif qui doit faire apparaître justement cette partie dans une annexe. Donc, je vous en reparlerai lorsque je le présenterai. Et qui fait partie donc d'un article de loi 2023 de finances pour C'est également marqué dans le rapport d'orientation budgétaire. Ça fera l'objet uniquement à part. Autre chose, au 1er janvier 2025, c'est-à-dire de cette année, il y a la loi L'Homme, Climat et Résilience qui apporte des précisions sur l'équipement de nos infrastructures publiques en bornes de recharge notamment. Comment ça va être géré et décliné chez nous? On va y travailler avec partenariat avec le conseil départemental. le SMED et la métropole. Est-ce Qui que vous- devrait nous faire justement sur certains parkings, hein, Mathieu, je ne me trompe pas, sur certains parkings des bornes de recharge. Qui est-ce qui s'en charge chez nous? Comment Qui est-ce qui se charge de ces dossiers-là chez nous? Monsieur Martin et moi-même, C'est service technique. Parce que la loi prévoit 20%, c'est ça? Je ne sais pas. De nous, bornes électriques sur les parkings publics? 6 emplacements? Quel que soit le nombre? Non, je ne dis pas la loi, madame. Je dis juste que nous, on a demandé, on a discuté avec la métropole sur 6 emplacements. Donc, 6 emplacements, ça fait 12 places, voire plus, parce qu'à certains endroits, on met 2 bords, ça dépend de la configuration des lieux. Et la métropole a fait le nécessaire, mais un dossier est en panne depuis 1 an et demi. Et ils nous ont indiqué qu'en 2025, on devrait développer peut-être 1, 2, 3, 4, 5, les 6 dossiers, les 6 places que l'on a évoquées avec eux. On va être contacté par l'entreprise qui est titulaire du marché maintenant. C'est une opération particulière. L'entreprise qui doit revenir vers nous. D'accord, merci. Je voudrais juste ajouter que vous parlez de quelque chose qui vous est cher, du fonds vert. Je ne sais pas si vous avez vu que les
les crédits ont été supprimés, puis rajoutés en partie, puis de nouveau supprimés. Alors on va attendre voilà, pour voir de quoi il s'agit très précisément lorsque la loi de finances sera votée. Mais je ne suis pas très optimiste. Non, mais il y a les subventions de l'État, mais il y a aussi la volonté politique de la commune. Elle est là. Voilà, je veux Elle dire, est c'est pas non plus toujours attendre, je veux dire, c'est juste Elle est là. Toutes les subventions sont conditionnées. La Toutes volonté, les là. subventions sont conditionnées de toute façon à un volet vert dans tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez tourner, virer comme vous Enfin, je pense que voulez. la commune. Mais aujourd'hui, la commune est rentre résolument dans cette transition écologique. Même si au niveau national et international, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Mais nous, on le fait quand même. On ne voit pas beaucoup. Parce que quand on voit le fonds vert, justement, on vient d'en parler, ils n'en ont rien à faire. Donc nous, on le fait. Et on le fait au fur et à mesure, on avance sur plein de dossiers. Qu'est-ce Sur qui plein vous de permet, dossiers. madame? Notre budget, mais par rapport à la politique, vous entendez les Non, je vous parle de informations, chiffres, le je parle fonds de vert, chiffres. déjà le fonds vert. Mais nous, tous nos Qu'est-ce qui vous dossiers, permet, madame, Madame Lajointe, de Fricker, dire vous qu'à n'écoutez l'échelon pas national, ce que on je n'avance vous pas dis. dans le domaine de la Vous transition n'écoutez écologique? pas ce que je Citez-moi vous vos dis. Je vous dis que la commune est rentrée dans la transition écologique, que tout ce qu'on fait est marqué en parlant de l'éclairage public, les berges de Lubonne, remettre des arbres dès qu'on peut. Aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut, oui, tout ce qu'on peut, bien évidemment. Ça n'était pas une question piège, madame la Mais c'est pas, je ne le prends pas comme une question piège, madame. C'est juste Je vous un dis que la impératif volonté, et d'ailleurs je inscrit ne dans la répondais loi pas à vous, européenne mais et je répondais nationale. à madame Dossemont qui doute de notre volonté de faire. La volonté politique, elle y est, bien évidemment. Et il y Présentez-nous en a certaines là qui vont en arriver, 2026 un budget vert et on sera content. écoutez. Je crois qu'on va clore une petite précision, mais après je vous les J'avais juste demandé lors du conseil combien représentait l'économie d'énergie, l'électricité, avec les techniciens des feux, l'éclairage public, c'était les limites. On m'a dit comme on fournirait les. Je sais pas, c'est pour en mars. précise. information précise de la part du directeur des services. Merci. Avant de passer au vote, moi j'aimerais quand Là, il y a de même l'écologie. souligner, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, qui nous a été finalement présenté la situation de la commune, il faut dire que je suis très satisfait d'une telle situation et de tels résultats. Et il y a beaucoup de communes de notre strate qui aimeraient bien présenter à leur conseil municipal, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, de tels résultats. Parce que les résultats sont excellents. Et pourquoi ces résultats sont excellents? Pour une raison simple, c'est qu'on a la chance, premièrement, d'avoir des élus responsables, et si la population de Roqueberg nous a fait confiance, c'est qu'ils savent à qui ils ont affaire, mais surtout, grâce au magnifique travail qui est réalisé par toute l'équipe que j'ai derrière moi, et je vous demanderai de les applaudir. Parce qu'ils le méritent énormément, et obtenir des résultats comme ça, c'est tout à fait exceptionnel. Gilles qui a géré des structures territoriales beaucoup plus importantes, Gilles, les conseils départementaux, le grand port du Havre et tout, tu te félicitais toi de travailler avec de telles équipes et d'obtenir de tels résultats, parce qu'on regarde tout. On dit une chose comme elles sont, elle regarde tout, et les résultats sont bons. Je rappellerai quand même que depuis 2008, ça fait pas une paille, ça fait 17 ans maintenant, on n'a jamais augmenté les impôts, sauf une fois où on a été obligé de le faire parce qu'on ne savait pas où on allait. Et si on avait su, on les aurait pas augmentés. On n'aurait pas besoin. On ne savait pas où on allait parce que le président de la République de l'époque, qui est toujours le même, avait encore une idée de génie,
Là, il n'avait pas l'issue de l'Assemblée nationale, mais il avait décidé de supprimer la taxe d'habitation. Ce que personne ne lui demandait, bien évidemment, il a supprimé, histoire de nous mettre vraiment dans une situation très compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait augmenté de rien du tout. Puisqu'à l'époque, j'avais fait le calcul, ça représentait, je crois, 7 euros ou des trucs comme ça. Donc je tenais à souligner, avant de passer au vote, l'excellent travail de nos services. Et je les remercie de nouvelle fois. Merci de l'avoir pris. Je peux vous répondre, monsieur Delany? Concernant quoi? Les impôts, c'est un point qu'on avait, Oui, on en avait je vous déjà parlé. Historiquement, ça, on le sait, vous nous aviez expliqué Je vais des vous choses. expliquer Donc, pourquoi ils sont historiquement. on comprend parfaitement que le levier fiscal sur la commune est limité. Il dépend complètement de l'État qui relève les bases des taux Il est d'autant d'imposition. plus limité, pardon monsieur le maire, il est d'autant plus limité qu'on n'a plus que le foncier maintenant, comme marque de manœuvre. Donc, il y a encore... La taxe d'habitation est reversée. Non, La taxe d'habitation. Qui il est... n'y a pas de dynamique. Vous l'expliquez une fois. Vous l'expliquez une fois qu'il n'y a pas de dynamique. Donc on perd des sous. Depuis le texte qu'on a supprimé, on perd évidemment des sous, puisqu'il n'y a plus aucune dynamique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une revalorisation des bases, c'est par loi des finances, et que ce n'est pas que Roquevert qu'on revalorise les bases. Mais non, mais c'est bien C'est ce que je l'ensemble dis. des communes de France et de Navarre. Ben, c'est Et bien malgré ces revalorisations de base, certains élus augmentent dans leur commune. Alors que nous, on n'a jamais fait. Tant mieux parce que les impôts sont déjà hauts. C'est ça que je suis en train de dire. On peut comparer avec certaines villes voisines. Et parce qu'en matière d'impôts, notamment en matière de foncier, il ne faudrait pas trop qu'on engage le débat, parce que vous savez que ça a été ma spécialité pendant 35 ans, où je vous ferai très rapidement la démonstration qu'il faut comparer ce qui est comparable, et que bien souvent, si on comparait deux habitations sur deux communes différentes, on aurait beaucoup de surprises. Et j'ai les noms, parce que vous vous doutez bien que cette étude-là, je l'ai réalisée, et on l'a réalisée en son temps, quand j'étais au service des impôts fonciers. Voilà. Je mets au vote. Madame Doss. Non, juste une petite dernière pour vous apporter une réponse. J'ai vérifié. Ça a bien été voté. Voilà, on est d'accord. On va bien rendre, le département va bien rendre le terrain à la commune, il n'y a pas de souci. C'est dans les tuyaux, mais c'est la lenteur administrative de l'acte notarial. Donc, Il n'y a pas d'acte notarial, madame. si, il y a un acte notarial. Madame Dossemont, on est en relation. J'ai demandé au département. On est en relation avec madame Sophie. Oui, mais c'est. 40, je ne sais plus comment, pas la 40 animale. Donc c'est dans les tuyaux et c'est dans les. La directrice pour le foncier, on a fait un ça s'appelle. Non, mais vous avez bien le. On passe un acte administratif. Bon, bah, administratif si vous parlez. Ok. Mais l'administratif, c'est pas long terme. Oui, d'accord. Ok. Un acte administratif, il est voilà, il est en train de. Il est dans les tuyaux. Il est dans les tuyaux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc dès que j'ai plus d'informations, allez, je reviens vers vous et Demain, ils appellent les entreprises pour attaquer le corps. On va secouer le tuyau. C'est réglé. On a la parole de madame Dossemont. Si Martine me dit quelque chose, c'est vous. non, mais je vous apporterai une Je mets au vote, si vous le permettez, parce qu'on a fait un bon débat qui est le président, qui est pour adopter, qui s'assied. Vous adoptez. Non, qui s'abstient? Qui est contre? Vous abstenez. Mettez-vous d'accord comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, ça c'est. C'est que ça se voulait pas, Ça se voit. Effectivement, il y a eu une période pendant laquelle on ne votait pas le vote, mais maintenant le vote de Non, vous prenez acte des présentations. Deuxième délibération, Gilles, tu peux me suivre? Oui, alors, c'est une délibération, vous avez l'habitude de une ouverture anticipée de crédit sur le budget principal, sur le budget de 2025. Donc, je vous laisse lire. J'attire juste votre attention sur une subvention. Donc, puisqu'il s'agit d'une subvention, il fallait indiquer, en plus de l'ouverture de crédit, une autorisation pour M. le maire de verser la subvention indiquée. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas des commentaires. Je suis d'accord pour l'ouverture anticipée de crédit, c'est de manière à faire fonctionner la commune. Unanimité, je vous en remercie. Troisième délibération,
Sandrine. Allez, Sandrine. Alors, c'est le versement d'une subvention d'équilibre à la société Logis Méditerranée. Donc, afin de procéder à la réhabilitation de l'ancienne gare de Roquevert, la parcelle cadastrée section CW numéro 1, le projet comprend la réalisation de 2 logements PLS de type 3. Il est demandé une subvention d'équilibre à la commune à hauteur de 40 000 € sur l'année 2025. Cette subvention viendra en déduction du prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU à compter de l'année 2027. Comme vous le savez, l'obligation pour la commune est de favoriser la construction de logements sociaux avec un objectif de 25%, ce qui n'est pas tenu sur notre commune, puisque nous sommes à 9%. Donc le montant de la subvention sera déduit du prélèvement dû au titre de l'article 55 de la loi SRU. Monsieur remplacé au pied levé, il travaille, des sorties comme une chaîne. Des précisions, des commentaires. Madame Dossou. J'ai entendu 9% et il me semble que la fois on avait dit 11%, donc juste une. Donc à 9 ou 11. Et est-ce qu'en contrepartie, il y a un logement réservataire ou comment ça se passe pour la On commune? va aller travailler, là. Bon, il y a que 2 logements, j'espère. On en aura un, mais je pense que par rapport au nombre, par rapport à la somme qu'on donne, il va falloir encore que les services du CCAS se déroulent 2 logements. Le plan locatif social, c'est pour les revenus élevés, en fait, pour que les personnes qui ont des revenus élevés puissent accéder au logement locatif. Donc on négociera au mieux, mais au niveau des CCAS, ils savent bien faire les choses. Qui est d'accord pour donner une subvention d'équilibre? Monsieur. Oui, je juste pour des logements sociaux au bord de la trame. J'ai peur que les là ont des problèmes Le chef de gare y habitait pendant des années. Et une fois, en fait, je me suis c'est quand même la gare principale de Roquevert qui va être à cet endroit. On aurait pu garder le bâtiment pour y prévoir autre chose que des logements. En plus, bon, effectivement, on dépense de l'argent aujourd'hui en 2025 et ça sera défalqué, si on peut dire, que la loi SRU en 2027. Pour quelle raison? Parce qu'on a déjà trop donné. Il y a un décalage de 2 ans. Entre le moment où vous votez et les zones. C'est-à-dire que les sommes qu'on a votées pour c'est normal, c'est ça. On a été chaque jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait pour le Méditerranée. Si. On nous décale de 2 ans chaque fois. On a flotté un décalage. Ah bon? Alors après, il faut savoir que ce bâtiment, on revient de louer. Oui, il était pas propriété de la commune avant. Comment? Il était propriété de la commune avant. Jamais. Il était acheté par C'était la SNCF, dans le cadre de l'achat du patrimoine de la SNCF par la métropole pour réaliser la voie de Maldonne. La métropole n'a pas voulu acheter le bâtiment. Alors que je leur avais demandé d'acheter le bâtiment. À l'époque, c'était encore la gauche, c'était sous la présidence de mon ami Sylvia Barthélémy. Il avait fait le pressing, il n'avait pas voulu acheter la gare. Donc, ils n'ont pas acheté la gare et SNCF Immobilier, je ne sais plus comment il s'appelle, la filiale de Nexity de SNCF, a donc vendu la gare. Et à l'EPF. À l'établissement public. Et ensuite, le logis Méditerranée l'a acheté à l'EPF. Donc, c'est pour ça qu'il faut 2 bâtiments. Après, je vous rassure tout de suite. La bête humaine, vous avez vu le film avec Jean Gabin, où on met du charbon dans la. C'est fini, hein. Le Valtran, il faudra faire attention de ne pas se faire écraser quand il passe, parce qu'il est prévu que vraiment ce soit complètement insonorisé. Donc c'est une gare. Les gens doivent arriver, on se garer, C'est un arrêt. Bon, on va voter. Ah ben, tu veux, parce que les gens ils vont quand même bien descendre à cet endroit-là. Ah faire du bruit, Non, les ils petits. ne descendent pas là. Ils s'en mettent. Ils vont passer de là, de dire. Les gens qui vont les vont quand même droitement. En fait, c'était 2 logements SNCF et dedans étaient logés des gens qui travaillaient à la SNCF. Voilà.
C'était des personnes qui travaillent. On a monsieur Dupré qui habite à côté depuis des années, que je vois parfaite santé, qui avait connu, ça le fait absolument pas de bien. J'ai mon ami Emmanuel aussi, qui habite à côté, je le vois en parfaite santé avec son épouse. Je pense que j'ai mis des doutes sur la santé de madame Spinelli qui habite en face, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui est pour donner 40 000 € de subvention. Je vous en remercie. Madame Dossemont, je souligne que vous votez pour. Oui. Ah, on a eu une bonne nouvelle de la part de la présidente de la DIN, qui justement a voté contre jusqu'à maintenant. Et qui se met à voter pour. J'ai voté contre quand ça me paraissait là ça me paraît logique de récupérer des T3 pour mettre des gens qui ont un logement qu'on va revaloriser. Et les ordres, mais ceux pour lesquels vous avez voté contre. Là c'est des petits. Allez, Ne cherchez pas sur tout le monde est pour. Vous abstenez. Alors, il y en a 4 qui s'abstiennent et 2 qui votent pour. Simplement pour dire aussi que l'habitat solidaire n'est pas réduit à l'habitat au logement social. Moi, j'aimerais bien voir émerger sur cette commune l'habitat inclusif ou l'habitat partagé à destination des seniors. Ce bâtiment avait un format qui aurait pu faire l'objet aussi de ce genre d'investigation. C'est une évidence. Je vous rappellerai que le dernier projet que l'on avait sur la station de Lascaux était dédié pour penser une résidence intergénérationnelle avec tout. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais on y travaille parce que c'est une vraie demande. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de l'avoir parce qu'il faut être honnête. Le fait de mettre des seniors à l'intergénérationnel, ça peut vous dynamiser le centre-ville. C'est des personnes qui se déplacent beaucoup moins, des personnes qui fréquentent le village. C'est très intéressant et on y réfléchit énormément. C'est un endroit stratégique. Énormément. Et d'ailleurs, comme le BRS qui était prévu à la campagne des Ronces et qui malheureusement, par toute une somme de recours malvenus, est passé complètement en logement social, mais ça aurait permis à nos jeunes de se loger et même voilà, dans le cadre de la solidarité. Par contre, certains ont décidé de faire des recours pour faire tomber le projet. On se retrouve maintenant avec les logements sociaux. Voilà. On va passer à la fusion de l'école. La fusion ou la fission de l'école. Allez. Allez, c'est la fusion de la tombe. La tombe de chien. On y va. Suite au départ à la retraite de la directrice de l'école élémentaire, l'année dernière, on avait déjà fait un projet de fusion qui nous avait été refusé par le DAZEN, puisqu'on avait un conseil d'école qui était majoritairement contre. Donc il a proposé pour cette année une période intermédiaire avec une seule directrice. Et on est reparti sur donc, une procédure avec conseiller d'école exceptionnel où la majorité, par contre, là, était pour. Donc le directeur académique a acté la demande de fusion et dans la procédure, il faut qu'on passe une délibération pour réglementairement, pour l'acter définitivement pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Merci Martine, les précisions, les commentaires. Tout le monde est pour l'unanimité. Je vous en remercie. Mon ami Amine, tu nous rapportes la 5e délibération, s'il te plaît. Bien sûr, c'est la signature d'une convention avec la CANUT pour la mise en disposition des accords cadres fourniture de matériel micro-informatique et bureautique, des fournitures de services de télécommunications. La centrale d'achat du numérique et des télécoms facilite l'accès à ces produits et services pour les collectivités locales en mutualisation des achats, ce qui leur permet de réaliser des économies et de simplifier les démarches administratives tout en respectant les règles de la commande publique. L'adhésion permettra d'accéder à des tarifs avantageux grâce à des achats de fait, d'alléger les procédures administratives en évitant des appels d'offres complexes, de garantir le respect des règles de la commande publique tout en simplifiant la démarche. Les décisions prises par le conseil municipal après délibération, c'est d'approuver l'adhésion à la CANUT pour le compte de la commune et du CCAS, créer un groupement de commande avec le CCAS pour mutualiser les achats et désigner la commune comme coordonnateur de ce groupement, et autoriser le maire à signer les conventions nécessaires pour formaliser cette adhésion et bénéficier des accords cadres. Donc je vous invite à voter cette convention, cette signature de convention. Voilà. Des précisions, des commentaires, on est d'accord avec notre ami Amine. Unanimité, je vous en remercie. Martine, tu reprends la parole pour la 6e délibération. Alors, c'est une convention entre la municipalité et l'éducation nationale pour mettre à disposition 3 animateurs
En effet, l'école de Lascaux, toute l'école élémentaire part en classe de découverte et se greffe aussi la grande section de maternelle. Donc, ils partent en classe de découverte du 1er au 4 avril de mémoire dans le Champsaur. La directrice nous a demandé de mettre à disposition 3 animateurs. Donc, il fallait bien évidemment passer une convention pour que les animateurs étaient OK pour partir, hein, on ne les oblige pas, et de faire une convention cadre pour les conditions de travail, les animations qu'ils vont faire, etc. Voilà. C'est simplement une procédure administrative aussi. Des précisions des commentaires, tout le monde est d'accord? Allez, les petits papas de colonie. Septième délibération, Christian. Tu en as 26 cette année. Oui, mais c'est pour le mois de novembre. On a légèrement décalé le trophée des arts cette année. Et vous verrez, donc il s'agit de la dotation du trophée 2021, le trophée des arts de la ville de Roquevert. On a légèrement réduit la durée parce qu'effectivement il y a une fréquentation qui se fait beaucoup plus tôt le week-end. Pour ne pas monopoliser le personnel toute la semaine et qu'il n'y ait pas grand monde, on a préféré resserrer la durée de l'exposition. Donc, ce trophée des arts aura lieu du mercredi 19 au dimanche 23 novembre, toujours à la salle Monseigneur Fabre, avec un jury sélectionné que j'aurai l'honneur de présider. On a légèrement modifié les dotations du fait qu'on a eu des remontées à la fois des participants et du jury, puisqu'on a attribué le premier prix uniquement pour le thème imposé. Donc, beaucoup d'artistes, beaucoup de participants ont fait l'effort de respecter ce thème, donc on a décidé d'attribuer le premier et le deuxième trophée pour le thème imposé. Par contre, il n'y aura plus non plus de prix du patrimoine, puisque cette année, le thème imposé, c'est Roquevert, donc c'est d'office le patrimoine communal. Et plus de prix public, puisque là aussi, c'était assez compliqué à gérer, donc c'est difficile à comptabiliser, à voir si les personnes votent une fois, 2 fois, donc on a attribué 6 trophées, les 2 premiers trophées sont uniquement ceux dédiés au thème imposé. Donc voilà, je vous demande d'autoriser monsieur le maire à attribuer ces prix pour ce trophée des arts qui aura lieu en novembre 2020. Madame Dosselon. Oui, juste, je profite de cette délibération avec Christian pour remercier Christian ainsi que la municipalité pour avoir prêté la salle pour que je puisse présenter mes vœux en tant que conseiller départemental. Donc merci beaucoup. Merci. On est d'accord? Unanimité, je vous en remercie. Mathieu, le Benjamin. Vous avez l'habitude, c'est des délibérations, c'est une rétrocession de parcelles. Donc la commune de Roquevert est portée dans le corps d'un registre cadastraux comme propriétaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 2404 m², cadastrée à la section ER numéro 35. Cette parcelle qui correspond en réalité à l'entrée d'une demi-carrière a été créée lors des travaux de remaniement cadastral effectués sur la commune assez récemment, en 2023. Il ne présente aucun intérêt que cette parcelle soit maintenue à tort dans le domaine privé de la commune et que monsieur et madame Bozoukian Agok sont favorables à la rétrocession à leur profit à un euro symbolique non recouvrable, cette parcelle qui fait déjà partie intégrante de leur propriété. Vu les avis de Safer Taka du 7 décembre 2020 et du 30 novembre 2023, fixant le prix du foncier à l'hectare et permettant d'évaluer ce tellement immobilier à une valeur de 700 euros hors taxe, il est demandé à l'exposé de ce soir, à l'assemblée de ce soir, d'autoriser la signature de monsieur le maire et à régulariser cette situation pour le rôle symbolique. Mathieu, je vous remercie. Les précisions des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires, on procède comme dans l'habitude. Unanimité, je vous en remercie. La 9e délibération, elle me revient. Il s'agit de m'autoriser à signer un compromis de vente pour l'achat d'une parcelle de terrain située à Lascaux. Il y a quelques temps de ça, vous le savez tous, on avait pris une délibération concernant le fait de récupérer une jardinière qui était devant le presbytère qu'on va démolir à Lascaux. Et quand les responsables de la EP du Prado étaient venus, ils s'étaient rendu compte qu'ils n'avaient pas gardé longtemps la salle Pierre d'Aflon. Donc ils avaient manifesté l'intérêt de le vendre.
j'avais travaillé avec le père Olivier Salmeron sur le dossier. On a fait évaluer par le service des domaines. Et après pas mal de discussions, on a convenu avec l'AEP du Prado, l'AEPP du Prado et l'association Pierre d'Aflon qui gère la salle, de passer un compromis de vente pour que l'association Pierre d'Aflon puisse récupérer le local associatif existant sur la parcelle, nous récupérons le terrain qui va autour, ce qui va nous permettre, entre la jardinière, entre le terrain qu'on avait déjà, la démolition de l'emplacement du presbytère et cette parcelle-là, de créer une belle petite place en plein cœur de place publique, bien évidemment, en plein cœur du village de Lascours, donc de la monde Lascours. Donc on en est là ce soir. Je vous demande l'autorisation de signer ce compromis, de manière à ce qu'on gère la situation avec la EPP du Prado. Alors, juste une question, si vous permettez. En tant qu'adhérente, déjà, à l'association Pierre d'Aflon. Vous parlez donc de quote-part. Est-ce que c'est évalué, la quote-part de chacun? Non. Qu'est-ce qui va déterminer la part? J'ai convenu avec Mme Giraud et avec Mme Soares, qui sont les principales personnes qui sont concernées par ce dossier, d'attendre avec eux le résultat de la cagnotte en ligne qui m'ont monté, de la générosité de toutes les personnes qui m'ont abonné là-dedans, et de voir avec eux leurs possibilités, les possibilités qu'ils ont de réaliser un prêt immobilier. Mais on s'est vite aperçu avec Sophie et avec Valérie qu'il fallait beaucoup travailler pour le réaliser, parce que les statuts actuels de l'association Pierre d'Aflon ne permettent pas tout ce que je vous dis, faire une cagnotte en ligne, se porter acquéreur de l'immobilier. Donc je travaille avec elle et on est en train de modifier, on les aide avec Christian, avec toute l'équipe à modifier les statuts pour que dans le cadre d'une assemblée générale qui a lieu et où comme en tant que membre vous serez certainement conviés, vous autoriserez l'association Pierre d'Aflon à se porter acquéreur du bâtiment. Et là, à ce moment-là, nous aurons un appantage de fait. Nous irons chez le notaire parce que nous ne travaillons pas par acte administratif. Et bien évidemment, il y aura une évaluation qui sera faite parce que vous avez compris que là, c'est uniquement le premier approche où vous demandez de signer le compromis. Une fois que ce compromis aura été signé, il y aura bien sûr document d'appantage, vente et évaluation. Alors on n'aura pas besoin de demander une évaluation de domaine parce que c'est spécifié dedans. Le bien, dans sa globalité, était déjà estimé à moins de 180 000 €, c'est-à-dire le montant maximum pour lequel on n'a pas besoin de les consulter. Voilà. Donc on en est là. C'est un dossier qui avance bien et je sais qu'on va faire beaucoup d'heureux à Lascours, puisque lorsque je l'ai annoncé, pas à Lascours bien sûr, mais bon, quand je l'ai annoncé dimanche dernier, dans le cadre du renouvellement des cartes, beaucoup m'ont appelé la semaine en me disant c'est encore une bien belle réalisation, Yves, ou monsieur le maire en fonction des relations que j'ai avec les personnes, que vous allez faire là et pour nous. On se rappelle tous quand même que depuis qu'on est là, le village de Lascours n'a jamais été oublié et je trouve que c'est un plus qu'on va apporter une deuxième place publique au sein du village, c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Des imperméabilités. Bien évidemment, des imperméabilités. Elle existe déjà cette Ah non, mais vous allez voir. Tout le monde est d'accord. C'est une très bonne chose de la conserver. Tout le monde est d'accord pour signer ce compromis? Oui, juste, je peux encore poser ce compromis donc expire au 31 décembre 2026, oui. C'est ça? Et donc l'association, si j'ai bien compris, jusqu'au 31 octobre, c'est ça? Pour réunir les fonds. C'est ça. C'est 2 mois avant. Oui. Si elle ne réussit pas, c'est caduc. Qu'est-ce qui se passe? On va comprendre les décisions. Eh bien, s'ils n'y arrivent pas, ça voudra dire qu'il y a beaucoup de menteurs, ce qui m'étonnerait. Puisque quand Valérie et Sophie sont venues me trouver, le village était sans dessus-dessous, parce qu'il fallait les aider. Et tout le monde était très généreux dans ses paroles. J'espère qu'ils le seront autant,
et qu'au moment où il sera passé à la caisse, ils seront envoyés la main à la poche. Alors c'est vrai que moi je suis étonné tout le temps quand il y a de belles envolées lyriques, et puis quand on demande une cotisation, que tout le monde s'en va. On avait connu malheureusement dernièrement pour l'amitié franco-allemande, où tout le monde était emballé, et quand il a fallu dire, avec là on passe à la caisse, c'est 15 €. Voilà. Donc là, on va voir maintenant nos amis d'Astro, comment ils sont généreux, sachant que bien évidemment, la municipalité est là, et on verra comment on avancera à ce moment-là. Voilà où on en est. Et donc j'attends de voir le résultat de la cagnotte, comment vous appelez les jeunes? Litchi. Moi je croyais que c'était le fruit. Mais bon, il paraît que c'est pas le fruit. Tout le monde est d'accord pour que le site se premier compromis. D'accord. Je vous en remercie. Je suis d'accord, mais j'aurais quand même une petite question, s'il vous plaît. J'ai le souvenir que vous avez dit pendant le conseil municipal que vous ne souhaitiez pas acheter cette immeuble. Parce que sinon, il faudrait mettre un arrêté de Pas du tout. vous l'avez dit. Non. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai expliqué, c'est que vu l'état du bâtiment, si jamais il devenait communal, je prendrais bien évidemment un arrêté, parce qu'on n'a qu'une UP, une unité de passage, donc on le limiterait déjà à 19 personnes. Vu la sécurité et vu l'accessibilité et vu l'état du bâtiment, moi je ne le laisserai pas utiliser. Comme d'ailleurs le bâtiment qui est en face chez nos amis, pas Pierre Lafeu, l'association Morel. Le problème c'est qu'eux ils gèrent en tant qu'associatif, nous on gère en tant que municipalité. Et donc les obligations qu'on a nous, ils les ont pas. Après ils prennent la responsabilité. Mais vous ne pouvez pas, vous, être en mesure de leur dire ça peut être dangereux et moi je ne veux pas que ça fonctionne comme ça. Alors je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Je pense qu'ils le savent. Mais ça coûte de l'argent. Et tu ne peux pas l'acquérir. Non, je veux dire, Madame Suarez, vous ne savez peut-être pas son manipulation, donc elle est au courant exactement, elle nous en a parlé d'ailleurs, Valérie, donc ils savent vraiment à ce qu'ils achètent. Après, c'est leur problème. Après, moi, je veux que je fasse. Ils achètent, ils ont leur propre gestion qui ne tombe pas à la mairie, ils le font. Je pense aussi que la salle est utilisable. Mais nous, on a des règles qui sont terribles. Donc, on ne prend pas le risque. Moi, si je veux rendre... rappelez-vous, quand vous rendiez l'hôtel de ville pour le roi symbolique, je ne l'ai jamais voulu. Pour l'ancien hôtel de ville, pour le résidentiel, parce qu'on ne peut rien en faire par rapport aux contraintes qui sont imposées. Si vous connaissez le site, comment le rendre accessible? C'est possible. Comment le rendre en sécurité? Je ne me revois pas refaire un ascenseur comme on l'a fait en bas devant la mairie. Qui marche d'ailleurs, je tiens à signaler ceux qui veulent la projeter, si ce soir certains veulent l'essayer. Il y a beaucoup de personnes. On est d'accord? Sur cette belle place, on va accueillir des Martinois grâce à Alain Gracia qui va nous expliquer comment. Une bien belle délibération. C'est une délibération pour. Et je dirais que c'est pas fini. Le département des Bouches-du-Rhône élabore une stratégie départementale de la biodiversité dans laquelle il porte une action emblématique pour la protection du martinet noir. Espèce en déclin sur notre territoire. Dans ce contexte, le département s'emploie à proposer l'installation de nichoirs martinets dans les collèges des Bouches-du-Rhône. Parallèlement, il propose aux communes des Bouches-du-Rhône qui le souhaitent de se joindre à cette action pour l'accueil de nichoirs au sein de leur bâtiment. La charte en faveur de la protection du martinet noir est un document de présentation de cette espèce menacée et propose des solutions à mettre en place. J'entends parler à côté, j'arrive peu à le dire. Et propose des solutions à mettre en place pour œuvrer à sa sauvegarde. 4 engagements formalisent le partenariat avec le département et les communes souhaitant agir pour la protection du martinet noir qui doivent s'engager à installer des nichoirs fournis par le département ou construits selon le modèle proposé par le département sur un bâtiment présentant un emplacement favorable au martinet noir. Assurer le suivi de l'occupation des nichoirs.
associé à un retour des informations d'observation au département via le formulaire transmis au référent niçois désigné par la commune. Sensibiliser les habitants aux enjeux liés au martinet-noir, notamment par des supports pédagogiques réalisés et fournis par le département. Ça serait très bien pour les écoles. Dès que cela est possible, intégrer des nichons en martinet-noir à l'étape de conception des nouvelles constructions ou à l'occasion de travaux de rénovation de bâtiments de la collectivité. Chose que j'ai demandé ce matin à mon directeur de rajouter les nichoirs sur la nouvelle école. La commune souhaitant s'engager en faveur de la protection du martinet noir. Il est donc proposé au conseil municipal de signer la charte en faveur de la protection du martinet noir avec le conseil départemental, tel que proposé. Bravo, il n'y a rien à dire. C'est parfait. On le prend sur un tombadin, mais il s'agit quand même de la protection de notre biodiversité. Oui. Et en plus, le directeur me dit que ça y est, il a trouvé l'endroit, il y aura 10 nichoirs, 10 sur le toit de la mairie. Parce que pour tous ceux qui savent observer un peu la nature, nous avons des espèces effectivement qui sont absentes. Mais d'ailleurs, puisque tout le monde est d'accord, on va continuer avec la 11e, l'unanimité, je suppose. L'unanimité. On va continuer par la 11e délibération qui est encore mieux. Allez, nous frôlons. Cette délibération a proposé la signature de la charte et la convention de partenariat pour la lutte contre le frelon asiatique et oriental avec le conseil départemental. Alors cette délibération me tient à cœur parce qu'ayant moi-même des ruches et bien sûr beaucoup de problèmes avec ces frelons qui déciment les colonies régionales. Ce sont vraiment des espèces exotiques envahissantes qui menacent le secteur de l'apiculture et déséquilibrent vraiment la pollinisation. Pour le moment, seuls les apiculteurs se battent contre ce fléau. Et face à cette urgence sanitaire, le département propose de coordonner un dispositif local de lutte en lien avec le GDS A13 et le Freedom Pala, en donnant aux collectivités locales un plan de lutte pour la protection de leur territoire. Alors le GDSA, c'est le groupement de défense sanitaire apicole des Bouches-du-Rhône, et l'autre, c'est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Donc ce plan a 3 objectifs. Premièrement, sensibiliser les citoyens et les acteurs locaux. Et nous pensons aussi, d'ailleurs, associer à cette dynamique notre conseil municipal des jeunes, qui sont déjà très investis, et sensibiliser à la défense de l'environnement, et notamment de l'abeille, et pas que d'ailleurs, aussi les monos, Il faudrait bien le répliquer. coordonner le piégeage du printemps des reines fondatrices pour limiter la multiplication des colonies, ce qui est fondamental, et encourager les particuliers à la destruction des nids de frelons. Alors, ce partenariat permettra la mise en place d'un réseau de référents communaux, la coordination du piégeage sélectif et efficace, la mise en place d'une aide aux particuliers pour la destruction des nids à hauteur de 50%, et d'accorder une aide financière aux communes pour l'achat de pièges sélectifs, genre Vicali. Et aussi de faire le relais avec les organisations sanitaires. La commune, qui prend à cœur la protection des abeilles, étant titulaire du label Apicité avec 2 abeilles, souhaite s'engager dans cette lutte et peut-être obtenir la 3e petite abeille. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette charte et cette convention avec le conseil départemental. Et je rajouterai, puisqu'on y est, que sûrement au prochain conseil municipal, nous aurons à nouveau une délibération parce que la commune va s'impliquer dans et va adhérer à la Ligue, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, que nous sommes rentrés en contact
avec un monsieur merveilleux qui s'appelle Jean-Claude Rouquette, qui a un joli nom, et qui, après nous avoir rencontrés avec Laurence, un coup de chance, parce qu'effectivement, on avait nos jeunes du conseil municipal des jeunes qui étaient très demandeurs par rapport à toute cette problématique de la biodiversité. Et donc, en fait, par hasard, donc, on a rencontré cette personne et en fait, on va adhérer donc, à la LPO et ça sera, je pense, un joli projet. Et je tiens ici à insister sur un fait important, c'est que Jean-Claude Rouquet nous a demandé de faire très attention au moment où on débroussaillait notamment les berges de l'Ubonne, parce que c'est un endroit qu'il ne faut surtout pas débroussailler et dans lequel il faut laisser à des moments très précis donc cette végétation qui est un refuge pour la biodiversité. Donc quand je lis des choses sur Facebook, sur certains comptes qui m'affolent, parce que je me dis, il y en a qui ne sont vraiment pas conscients du tout justement de l'ampleur du problème. Donc, bien évidemment, il nous a demandé de faire très attention au moment où on débroussaillait, de faire attention à ce qu'on débroussaillait, et pareil pour les berges de l'Ubonne, c'est-à-dire là où on se balade également. Il y a des gens qui aiment bien rien voir et que ça soit bien rasé. Donc là, on va laisser pousser à profusion. Voilà, pour la biodiversité, parce que la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Vous parlez de la protection de la ripiscine, c'est de ça que je parle. Madame Dosso. Oui, je voulais apporter une petite précision. Ces sujets sont portés par le conseil départemental des jeunes. C'est eux qui ont proposé ces sujets. Ils sont très sensibles, comme le conseil municipal des jeunes à Roquevert, par les questions environnementales. Donc, et préciser aussi qu'on a les 2 titulaires du conseil départemental des jeunes qui sont du collège de Roquevert, donc qui couvrent donc le canton, Aubagne, La Plaine-sur-Yonne et Roquevert. Et nous, on a la chance d'avoir 2 collégiens qui sont titulaires du CDJ et donc qui ont porté aussi Florence va confier la mission au conseil municipal des jeunes de Roquevert. Donc du coup, moi je pense que, je vous propose d'un moment de faire aussi des liens avec le conseil départemental des jeunes et le conseil municipal de Roquevert. Je pense qu'il y a une démarche qui peut être, et surtout qu'au département on a donné des budgets pour pouvoir à ces jeunes de pouvoir proposer des vrais sujets qui vont être après repris. Et ici, moi, je voudrais préciser aussi et remercier aussi tout le travail qui est fait par les enseignants, que ce soit les professeurs des écoles comme les professeurs en collège. J'en fais partie, je vous remercie. Parce qu'en tant que professeur d'histoire, de géographie, et surtout de géographie et de MC, d'enseignement moral et civique, bien sûr, l'écologie est au cœur de notre travail. Ça, c'est le maire de l'État. On va voter, hein, oui, on n'a pas voté ça. Non, mais je voulais aussi vous signaler que la métropole a fait quelque chose que vous n'êtes même pas rendu compte. Personne ne les a vus. Tout le long de la voie de Valdonne, il a été installé, j'y suis allé pour leur, parce que je fais de la spéléologie, ils ont installé des nichoirs à Chaudefour. Dans tous les ouvrages d'art qui partent de la Bouilladisse jusqu'à Aubagne, il y a maintenant des nichoirs à Chaudefour, à des endroits bien spéciaux. Voilà. Je vous en remercie. Avant d'écouter cette séance qui a été faite encore une fois, je vous rappellerai que pour les trucs de cette séquence, il n'y en a pas beaucoup dans cette salle. Il y a le garçon du roi, samedi après-midi. À 14h. Voilà, bonne soirée à tout le monde, merci.